vous souhaiter très chaleureusement et très fraternellement la bienvenue à Lomé et vous dire combien nous sommes heureux que vous ayez choisi notre capitale pour accueillir l'Assemblée générale annuelle d'Africa 50 et le Forum Infra for Africa. Le Togo s'honore de son statut de terre de rencontre, d'échange et d'opportunité, car c'est dans ces brassages que s'exprime notre aptitude à grandir ensemble et notre capacité à nous enrichir mutuellement. Je vous invite donc à vous sentir chez vous et à tirer profit de ce séjour pour découvrir ou redécouvrir après le travail les charmes de Lomé et de ses environs. La cérémonie qui nous rassemble ce matin m'offre l'heureuse occasion de célébrer la vision d'une Afrique unie et prospère qui progresse par le travail de ses enfants. Cette vision, vous la traduisez chaque jour en engagement et en action, cher Akinyumi Adesina. Je ne pouvais avoir meilleure tribune que celle de cette rencontre de Lomé pour reconnaître encore une fois et pour saluer à sa juste mesure votre mérite remarquable dans la construction de cette Afrique laborieuse, productive et épanouie à laquelle nous aspirons. Notre gratitude en tant qu'Africains s'adresse également à vous, Monsieur le Directeur général d'Africa 50. À travers votre plateforme, qui se distingue par l'efficacité et l'impact de ces interventions, vous administrez la preuve que notre continent est capable de générer des solutions endogènes, innovantes et pertinentes pour répondre aux défis de la croissance et du développement. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Africa 50 s'est donné comme mission fondatrice de combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Je dirais que le thème du Forum Infra for Africa s'inscrit donc parfaitement dans l'ADN de notre organisation. Au cours de ces 2 prochains jours, nous aurons à cœur de rechercher des solutions viables et innovantes pour progresser sur la voie d'une Afrique unie aux commandes de sa destinée. Mais il faudra aussi rester attentif à la nécessité de nouer des alliances internationales pour garantir la prospérité du continent au bénéfice de nos concitoyens. Ceci étant dit, comment se pose le problème? Il y a d'abord un immense besoin d'infrastructures qui sont partout, sur notre continent comme ailleurs, la condition même du développement. Sans route, sans pont, sans port, sans aéroport, sans hôpitaux, sans écoles, sans centrales électriques, sans réseau d'électricité, sans réseau de communication, sans approvisionnement en eau, il n'y a évidemment pas de développement possible. En Afrique plus qu'ailleurs, les besoins d'infrastructures sont considérables et les chiffres, même très approximatifs, sont impressionnants. Ainsi, il faudrait investir annuellement plus de 100 milliards de dollars. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. Mon pays a bien des atouts. Il possède, vous le savez, le port naturel le plus profond de la sous-région. Pays longiligne, le Togo a vocation à être un hub logistique visant la desserte de l'Hinterland et de ses pays voisins. Mais pour profiter de ces atouts, il faut des investissements massifs. Se pose alors la question de savoir comment financer ces investissements. Cette question, je le reconnais, n'est pas nouvelle. Chacun d'entre nous, dans la responsabilité qui est la sienne, cherche depuis des décennies à naviguer entre le besoin de construction et d'entretien des infrastructures, la gestion des ressources budgétaires et la recherche de financement privé. De surcroît, depuis quelques années, une nouvelle contrainte s'est invitée dans cette équation déjà complexe. Vous le disiez, cher Adesina, c'est qu'il nous faut aujourd'hui intégrer dans nos plans d'infrastructure un nouvel impératif. Les infrastructures doivent répondre aux défis climatiques. Elles doivent devenir des infrastructures vertes, ce qui évidemment en augmente le coût. Je salue donc votre initiative de l'Alliance pour les infrastructures vertes.
Aujourd'hui, la Banque mondiale estime qu'en Afrique subsaharienne, le secteur public représente encore plus de 90% des investissements d'infrastructures. Cela signifie-t-il que les États vont être amenés continuellement à financer 95% des infrastructures à venir? Je ne le pense pas. Ceci me conduit aux 5 remarques que je voudrais faire devant vous. La première remarque est que la dépense publique ne sera pas suffisante pour atteindre nos objectifs de développement des infrastructures. Chacun le sait. La situation actuelle, comme les perspectives à moyen terme, n'offrent aucun espoir d'amélioration significative des capacités de financement public. Le ralentissement économique mondial, lié initialement à la crise pandémique du Covid-19 et renforcé depuis 1 an et demi par le conflit en Ukraine, pèse lourdement sur les capacités budgétaires de nos gouvernements. Dans ces conditions, ma deuxième remarque sera que l'implication du secteur privé dans le financement des infrastructures est incontournable. Or, qui dit financement privé dit retour sur investissement. Et qui dit retour sur investissement dit construction d'un modèle économique viable. C'est le premier thème de ce forum, Be Bankable. Nous le savons tous, beaucoup se joue sur l'appréciation portée par les investisseurs sur l'environnement politique, sécuritaire, fiscal, économique ou encore monétaire du pays dans lequel ils vont investir. Mais il ne suffit pas de faire des réformes pro-business. Un partenariat avec l'État autour de nouvelles politiques industrielles est crucial pour attirer les capitaux étrangers. Et c'est là ma troisième remarque. L'implication de l'État est indispensable pour attirer des capitaux privés. D'aucuns ont longtemps répété qu'il suffisait de ne pas entraver la libre circulation des capitaux pour qu'ils répondent à l'ensemble des besoins en investissement partout sur la planète. Historiquement, cette approche n'a jamais tenu ses promesses. De fait, l'ouverture des marchés de capitaux n'a pas eu pour conséquence une réelle accélération des investissements des pays riches vers les pays pauvres. Parfois, c'est même l'inverse qui s'est produit. Les capitaux ont même fait marche arrière, selon le FMI, qui s'est penché sur ce paradoxe. C'est ainsi que les grands programmes de privatisation des années 90 ont montré que la qualité des institutions ne doit pas être négligée. Sans un cadre réglementaire stable et cohérent, l'ouverture aux capitaux peut se faire au détriment du climat des affaires. Le marché ne saurait donc, à lui seul, créer un environnement pro-business. Il est donc de notre responsabilité, en tant qu'acteurs politiques, de nous employer à garantir un espace économique stable, transparent et réceptif aux contraintes des opérateurs économiques. Ma quatrième remarque ira un peu plus loin. Nous assistons dans les pays du Nord à un retour en grâce du concept de politique industrielle. Alors, osons le mot, il nous faut des politiques industrielles. Les financements privés, que j'appelle de mes vœux, doivent entrer dans le cadre global de nos politiques de développement. L'accompagnement des fonds publics par les financements privés doit devenir plus fréquent. Ce n'est pas seulement un impératif budgétaire, c'est aussi un atout en matière de résilience. C'est ce que montrent par exemple les réseaux Internet qui ont été très largement développés par des opérateurs privés, ce qui explique aujourd'hui l'extrême résilience de ces infrastructures. C'est donc dans ce partenariat fécond autour de nouvelles politiques industrielles que l'implication du secteur privé dans les infrastructures se construira en bonne intelligence avec les responsables publics concernés. Une dernière remarque pour finir. Le partenariat entre le secteur privé et les pouvoirs publics ne sera fécond que s'il est rentable. Et cette rentabilité dépend notamment de la capacité de faire évoluer la taille des projets en fonction de l'évolution des contraintes, notamment financières. Et c'est le Be Scalable
qui constitue le deuxième thème de ce forum. Elle dépend aussi de la standardisation des projets. C'est le troisième thème du forum, Be Replicable. Cette standardisation permettra d'importantes économies d'échelle sur la construction comme sur le fonctionnement. Elle peut même s'appliquer aux études préparatoires qui sont un élément clé pour la réalisation des projets efficaces. Et pour conclure, je voudrais tendre la main à nos partenaires du développement. La nécessaire coopération entre financeurs publics et financeurs privés, comme l'engagement public à l'amélioration du climat des affaires, comme encore la définition de grands axes de stratégie industrielle, ne peut se faire sans l'appui de nos partenaires institutionnels. Je compte donc sur les partenaires du développement pour nous aider sur deux grands chantiers. D'abord, et c'est un plaidoyer, il faut qu'ils nous aident à préserver notre capacité d'investissement. À un moment où beaucoup d'entre nous ont des dépenses sécuritaires très élevées, il faut que soit reconnue notre contribution à la sécurité collective. Il faut que ceci se traduise par un appui à notre situation financière. Ensuite, il est important qu'en temps de crise, les partenaires au développement s'impliquent davantage dans le de-risking des investissements privés, notamment à travers des garanties. C'est là une condition pour que le partenariat public-privé soit porteur de belles opportunités. Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions qui, je l'espère, alimenteront vos travaux dans le cadre de l'Assemblée générale, de l'Assemblée annuelle d'Africa 50. Je vous remercie de votre attention.